la décolonisation permanente. On se déplace du Brésil à l'Inde, parce qu'on aura deux interventions. Donc on a prévu 3 interventions cet après-midi, donc ça va être un peu serré. Et dont les 2 premières portent donc sur les sous-continents indiens. Et en particulier, je pense qu'on ira avec Marine. Avec Marine Caron, donc, qui est anthropologue et qui enseigne ici à Toulouse, qui est chercheuse ici à Toulouse. On ira au Bengale, donc, avec une intervention consacrée à la construction de la figure de l'indigène en Inde pendant et après la colonisation. Et en particulier, une intervention consacrée au Santal, donc à cette population pré-arienne installée au Bengale, sur laquelle Marine Caron a beaucoup travaillé. Donc, sans trop de transition, je lui laisse la parole. Alors, je voudrais dire quelques mots des Santales, parce que, bien que j'ai centré mon propos plutôt sur l'écriture de l'histoire, à propos justement des indigènes et des subalternes en Inde, mais j'ai travaillé donc sur les Santales, qui sont un groupe de langue austro-asiatique de 10 à 12 millions de personnes. Donc là, on est dans un groupe majoritaire. Évidemment, il faut savoir que rien que le groupe des langues Munda, des groupes indigènes de langue Munda en Inde, qui est une langue austro-asiatique, comprend environ 40 millions d'individus et qu'on a environ 84 millions d'indigènes en Inde, qui évidemment ont un sort particulier et qui peut varier selon les régions, selon les ensembles linguistiques, selon leur position géopolitique dans l'Inde indienne. Par exemple, ceux qui vivent en Assam, région qui jouxte la Chine ou la Birmanie, n'ont pas exactement les mêmes conditions politiques que par exemple ceux qui sont enclavés. Donc ça ne serait pas le propos d'aujourd'hui de discuter de toutes ces différences, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que on a beaucoup de documents aussi sur les Santales particulièrement, puisque j'ai traduit des archives de différentes sortes. Avec Harald, on a fait un livre sur la rencontre des Santales et des missionnaires au XIXe siècle. Avec d'autres chercheurs, dont un Santal, on a traduit des textes Santal anglais en traduction juxtalinéaire pour essayer donc de rendre visibles des archives qui étaient perdues un peu dans certains musées européens, Oslo en l'occurrence. Alors, du point de vue politique et du point de vue des résistances, le cas des Santales est extrêmement intéressant. Bien sûr, parce qu'ils ont une élite, on va y venir. Et en guise d'introduction, je voudrais passer quelques images d'un film que je n'ai pas réalisé moi-même. C'est un film qui a été fait par un activiste santal et qui s'appelle Joy To Do et un historien de l'art, Dan Rycroft. Et je travaille avec eux deux. Et ils ont fait ce film pour les 150 ans de la rébellion santale. Et ce qui est intéressant, et on y reviendra, c'est que les Santales se sont prises au jeu, en quelque sorte, sont montés manifester à Delhi. Bien sûr, il y avait les 150 ans de la rébellion, mais depuis le film, ils font des pèlerinages sur tous les lieux de la rébellion et ils réinvestissent des lieux sacrés. Donc c'est aussi un thème qui nous met en parallèle avec ce que Barbara peut dire aussi des lieux sacrés et d'autres. Alors, je vais juste montrer quelques images parce que on ne peut pas montrer tout le film, mais ça vous donnera un petit peu une idée de l'environnement. Parce qu'aussi, quand on parle d'indigénéité, on réfère finalement à des ensembles de populations qui peuvent vivre dans des conditions très différentes. Pour les Santales, il faut savoir qu'ils ont été engagés, par exemple, par les Britanniques dans les grands chantiers coloniaux dès les années 1830, qu'ils ont derrière eux tout un passé politique, je dirais même plus de 70 ans de lutte. Et donc, ça change un petit peu les choses, c'est cette diachronie. Ah. Ça, c'est un village central. Ces statues sont celles des leaders, Sidou et Kanou, dont je parlerai, qui se sont rebellés en 1855.
Et le film prend comme point de départ les descendants de ces leaders 5 générations après. Je vais simplement vous montrer la maison des descendants des leaders et ce que répond un membre de la famille quand finalement le réalisateur va les voir. Donc, cette personne est descendante de la famille de ces leaders. Alors, on n'entend pas la version originale, c'est dommage. Et, je suis désolée, on n'entend pas la langue originale. Il est retourné en arrière. Bon, on verra si. Bon, voilà. Enfin, c'était surtout destiné à vous montrer un peu le. Bon, là, c'est une danse d'hommage aux divinités. On peut aller un peu plus loin, tu crois? Est-ce qu'on entend plus, je sais pas. Micro sur le portable? Ah oui. Oui, alors je vais parler finalement plus du Jharkhand, peut-être, c'est-à-dire de l'État le plus pauvre de l'Inde, au centre de l'Inde, plutôt que du Bengale, mais enfin le Bengale est aussi présent. Et alors, ces images-là que vous voyez sont des images dans la presse britannique de l'époque, parce que quand la rébellion a éclaté en 1855, les Santals ont tenu en haleine les troupes coloniales pendant 1 an et demi. Et évidemment, en Angleterre, la réaction était très forte. On voulait déporter tous les Santals en Birmanie ou dans un désert. Et ils ne supportaient pas, et je vais y venir, que finalement des sauvages aient pu se rebeller contre l'armée britannique. Et c'est 2 ans avant la révolte des Sipais qui marquera, disons, le début de la mutinerie en Inde. C'est juste un petit peu pour vous montrer le décor, si je puis dire. Voilà, je crois que je vais on va peut-être écouter juste cette réplique, parce que... C'est-à-dire qu'au départ, quand le réalisateur va les voir, les gens sont un peu surpris et en fait ils vont se prendre au jeu et le film montre comment finalement ils vont rejouer les rôles 150 ans après, ils vont monter à Delhi et ce film va être le point de départ aussi de réactivation et de ritualisation dans le paysage. Mais évidemment, voilà. Et ces statues avaient été préparées par les villageois parce que tous les ans, ils fêtent l'anniversaire des héros morts. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je peux appuyer là-dessus, je crois. Voilà.
Bon, alors, j'ai voulu prendre cet exemple parce que le collectif des Subaltern Studies, dont vous avez peut-être entendu parler, parce c'est une autre manière d'écrire l'histoire qui a influencé aussi les études postcoloniales et qui est devenue assez centrale finalement dans le discours académique, en tout cas anglo-saxon. Et s'est organisé donc surtout entre 1982 et 1989 autour d'historiens comme Dipesh Chakravarty, dont le livre vient d'ailleurs d'être traduit en français, qui s'appelle Provincialiser l'Europe. Et il s'agit par exemple pour Dipesh Chakravarty de renverser le regard, de dénoncer un peu l'ethnocentrisme finalement de la façon d'écrire l'histoire. Au départ, c'était aussi s'attaquer à l'école de Cambridge et montrer qu'en fait, on pouvait écrire l'histoire autrement, qu'on pouvait écrire l'histoire vue d'en bas et non pas vue d'en haut. Les historiens des Subaltern Studies donc, ont suivi comme pionnier Ranajit Guha. C'est lui qui a conçu le projet de ce groupe et c'est lui qui a écrit finalement sur cette rébellion à partir des archives. Et évidemment, c'est un des points sur lesquels je reviendrai, c'est que les anthropologues ont parfois d'autres matériaux maintenant et d'autres sources que les historiens pour écrire l'histoire de l'Inde, mais par un malheureux concours de circonstances, d'une certaine façon, les disciplines restent quand même relativement séparées. Ce qui est aussi très très important dans le projet des Subaltern Studies, c'est qu'ils ont eu finalement l'ambition de reconstruire le nationalisme indien. Donc, vous voyez, comment écrire l'histoire de presque 1 milliard de gens, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a eu cette idée depuis l'indépendance et on a eu donc une ambition théorique très réelle, surtout chez les historiens bengalis, mais aussi par exemple chez Ashish Nandy qui en 2003 a écrit « The Romance of the State and the Fate of Descent in the Tropics ». On peut dire que, alors Ashish Nandy est une sorte de maître à penser de ce groupe, mais il est un petit peu différent dans la mesure où son marxisme est beaucoup plus discret, c'est le moins qu'on puisse dire, et aussi il a publié un manifeste anti-séculariste. Et ça, c'est un point très très important parce que il va essayer de dire que finalement l'Inde a une autre tradition, même religieuse, etc. Donc, ces Subaltern Studies sont nés à une époque où l'historiographie de l'Inde coloniale donc, se divisait encore entre l'impérialisme, c'est-à-dire le point de vue du colonisateur, et une histoire nationaliste d'inspiration marxiste. Alors, évidemment que les marxistes purs et durs de Calcutta, d'ailleurs, ceux qui voulaient faire du matérialisme historique ont continué, ils ont produit par exemple des histoires de la classe ouvrière bengali, ils ont fait un tas de travaux de ce type. Mais ce qu'on appelle le groupe des Subaltern Studies, c'est plutôt intéressé, bien que parfois ils aient fait les deux. Par exemple, Dipesh Chakravarty a écrit une histoire des ouvriers du textile. En même temps, il s'est intéressé à la conscience du sujet subalterne. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et c'est là que ça intéresse particulièrement, je pense, les autres collègues des sciences sociales. Donc, en fait, on peut voir donc dans cette idée une volonté de critiquer l'État-nation comme incarnation d'une moralité bourgeoise et répressive. Et ça, c'est très important du point de vue de la résistance, parce que ce que l'ethnologue découvre, surtout en travaillant dans des endroits comme le Jharkhand, c'est que, en fait, les indigènes, en ce moment, essayent de se distancer de l'État. Il faut aussi voir que dans 17 États de l'Inde, on a une guérilla maoïste underground. Donc, on peut rejoindre l'underground à tout moment, mais l'underground est lié au gouvernement. Par exemple, dans l'État du Jharkhand, le comité de coordination marxiste-maoïste, disons, est complètement négocié chaque jour avec la guérilla. Donc, cet état de fait en fait que l'État-nation, en ce moment, on peut dire, traverse une crise en Inde. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a aussi un débat
très aigu et souvent très intéressant sur l'émergence de citoyenneté alternative. Je reviendrai là-dessus à propos des indigènes, c'est-à-dire comment on peut faire plus encore que la résistance en proposant peut-être des modèles de citoyenneté alternative. Alors, pour revenir aux subaltern studies, on peut dire que, évidemment, ce qu'ils réfutent, c'est l'évolutionnisme historique qui serait un et même pour tous les continents. Et en fait, dans cette critique de l'historicisme, ils se rapprochent de penseurs comme ceux de l'école de Francfort et Foucault, bien sûr. Et ce qu'ils remettent en question, c'est le principe de rationalité constitutif des sciences sociales. Donc, ils vont s'intéresser au sujet subalterne et même à la dimension subjective et également aux fragments. C'est un plaidoyer pour les travaux des subaltern studies pour le fragment comme représentatif de la micro-histoire et la micro-histoire pouvant nous enseigner un certain nombre de choses. Pour Dipesh Chakrabarty, il faut refuser de réifier le passé, essayer de parler au nom de l'acteur individuel et restituer sa subjectivité. Donc, en fait, à première vue, on pourrait penser à Herder, ou on pourrait même penser à d'autres philosophes, parce que Dipesh Chakrabarty pense écrire une autre histoire de la raison. Telle est l'ambition de départ. Mais les subalternistes se réclament à la fois de l'herméneutique quand ils s'opposent à l'universel abstrait de l'humanisme moderne et se rattachent au marxisme quand ils désirent établir la parole du peuple. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'ils échouent parfois, comme on va le voir. Alors, tout ça m'a amené à réfléchir, enfin, pourquoi je me suis intéressée à la politique des passés subalternes, comment représenter le passé. Je pense que c'est parce qu'à la fois on a des documents, on n'arrête pas de trouver des documents et des archives. À chaque fois qu'il y a un point mort, par exemple la période des années 20 était un peu trouble, tout d'un coup on va trouver des archives. Donc même en tant qu'anthropologue, on va sans arrêt trouver des documents sur ce passé qui vont être réactualisés aussi par les activistes sur le terrain. Et donc c'est une des raisons. Donc on a aussi une forme d'activisme particulièrement bien informé, documenté, des gens qui font des films qu'ils appellent alternative media, j'en ai toute une collection, et ils documentent par exemple aussi bien les accidents dans les mines que les luttes passées. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une idée, de 1755 à l'indépendance, on a 21 famines en Inde, et on a une quinzaine de mouvements religieux et d'insurrections de toutes sortes. Donc, il y a cette curiosité, non pas de documenter le passé pour le passé, mais parce que le passé n'a jamais cessé, ou plutôt le passé informe la résistance. Cette rébellion, les Santals disent, on ne sait pas quand la rébellion a commencé, on ne sait pas, en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a jamais fini. Donc c'est l'idée que la rébellion est là pour inspirer la résistance tous les jours, au quotidien. Dipesh Chakrabarty dit, parce qu'ils se sont posés en tant qu'intellectuels bengalis beaucoup de questions, donc comment écrire l'histoire, etc. Et il dit, quand on veut par exemple écrire l'histoire des subalternes, le dieu santal, Thakur, Thakur est un terme qui signifie maître et qui est réinvesti comme Dieu par les Santals au moment de la rébellion. Et je reviendrai à cette question. Et donc, il se tient la jonction de l'histoire marxiste et de l'histoire démocratique des Santals, quand on veut décider qui est le sujet de leur histoire. Alors, c'est évidemment toutes ces considérations qui ont fait que les historiens se posaient sans arrêt la question de comment écrire l'histoire autrement. Pour Chakrabarty, il s'agit de faire plus que d'écrire l'histoire en termes marxistes, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, dans des pays comme l'Inde, l'histoire des minorités exerce une pression sur la demande pour plus de démocratie. Donc la résistance des minorités, c'est aussi la résistance de chacun. Il faut voir qu'en Inde, les Dalits,
c'est-à-dire les opprimés originaires des basses castes, ont eu des intellectuels depuis quand même les années 20, bon, dans les minorités aussi, chez les indigènes aussi, mais peuples indigènes. Mais disons que la résistance dalit est maintenant un phénomène bien accepté en Inde. Par exemple, l'ancien président de l'Union indienne était lui-même de caste intouchable. Donc, il faut voir quand même que, à la fois, tous ces éléments sont dans l'agenda politique et en même temps, on continue de perpétuer des crimes contre les basses castes ou les indigènes. Je parle là de violence ou de crimes parfois racistes. Donc, en fait, l'écriture de l'histoire a posé beaucoup de problèmes et Dipesh Chakravarti dit « mais maintenant on peut même penser que bientôt les Santals auront leurs historiens ». Et c'est vrai que j'ai rencontré par exemple des jeunes gens qui faisaient des PhD d'histoire et qui étaient Santals. Et il y en a un qui s'appelle Soma Kisku, qui vit au Bengale, près de Shantiniketan, et il refuse d'écrire sa thèse en anglais. Et il me dit qu'il s'est engagé comme journalier pour sentir ce que c'était que l'exploitation. Et il utilise un mot en santal qui veut sadé, qui veut dire résonance. Et pour lui, cette résonance passe par le corps et c'est très important pour lui de ne pas écrire sa thèse en anglais. Un autre qui est fils d'un leader qui a inventé une écriture, petit-fils d'un leader qui a inventé une écriture dans les années 20, a décidé d'écrire sa thèse en santali et de la soutenir dans la seule université où on peut le faire. Parce qu'il y a une université qui s'appelle Sidhu Ekanu, du nom des héros martyrs dans les Santal Pargana. Bon, tous ces éléments, évidemment, ont été en quelque sorte préparés, c'est-à-dire cette attention portée au sujet par les subalternistes les a poussés à s'occuper de la naissance du sujet au Bengale au XIXe siècle. Disons que chez les romanciers bengalis de la période 1876-1938, il s'agit finalement de comprendre qu'il y a peut-être un principe, surtout c'est un principe féminin en fait, qui est lié à la beauté et qui pourrait peut-être émerger. C'est à la fois quelque chose qui tient de la beauté, de l'énergie de la déesse et de l'amour. Mais là, l'amour se divise entre l'amour né des belles formes, Rup, la forme, et l'amour né d'une faculté de l'esprit. Donc, en fait, on va avoir cette idée que ce principe féminin, en quelque sorte, pourrait représenter le sentiment nationaliste. Et on a ça avant que le terme existe, chez le poète Tagore. Tagore va subordonner cette apparence à l'intelligence et nous ouvrir à l'intériorité du sujet. C'est-à-dire que les Bengalis sont très bien placés quand ils veulent s'intéresser au sujet pour l'écriture de l'histoire, parce qu'en fait, la naissance du sujet, on peut la dater pratiquement dans le roman bengali au XIXe siècle, et avec Tagore surtout. Pour Tagore, la nouvelle femme, alors on est en plein, vous savez, l'Inde c'est le pays, à l'époque, les Anglais reprochent beaucoup aux hindous de marier les enfants trop jeunes, ils reprochent l'immolation des veuves sur le bûcher de leur mari, ils reprochent la chasse aux têtes et énormément de pratiques jugées abominables contre lesquelles ils font des expéditions punitives. Donc Tagore, lui, est intéressé par l'idée de la nouvelle femme, la femme qui va être le produit de l'enlightenment, qui est représentée par l'héroïne de ses romans. Alors, vous avez peut-être vu le film Charulata de Satyajit Ray, c'est tout à fait dans cette veine. Tagore crée des personnages féminins, notamment des veuves, qui vont lutter contre l'injustice sociale et préserver leur intériorité. Alors, Tagore, évidemment, s'oppose aux réalistes. Je ne dis pas encore les marxistes, mais à l'époque aux réalistes, parce que lui est plutôt spiritualiste, romantique. Il parle à la fois de son Bengale dont il rêve, mais il va critiquer, enfin, il va quand même s'intéresser aux paysans et les critiquer, et il ne va certainement pas vraiment embellir
les paysans, enfin pas trop, mais on le compare quand même à Tolstoï à ce sujet. Et il va nous faire comprendre que le sujet bengali ne correspond pas vraiment au sujet bourgeois européen, parce qu'il y a une sorte d'intériorité, en fait, que le bengali peut garder, tirer à lui, et qui résiste, en fait, à l'intrusion. Si je viens maintenant à Ashish Nandy, c'est très significatif. Bon, Ashish Nandy, le maître à penser des Subaltern Studies, a consacré une étude intéressante au premier psychanalyste indien, Girindrasekhar Bose. Il écrit en 1998 un essai qui s'appelle The Savage Freud, et on voit comment Bose écrit à Freud. À la même époque, on découvre ce sujet bengali. Il écrit à Freud et dit « J'ai découvert un autre type de deep, le deep indien ». Alors en gros, c'est que, on sait plus qu'est-ce qu'il sait, mais disons, le garçon en tout cas est très proche de sa mère jusqu'à au moins 6 ans parfois, et parfois retirera sa mère brutalement pour rejoindre la société des hommes. Et en fait, il y a un type de pathologie masculine, je vais mettre entre parenthèses des pathologies féminines pour l'instant, qui est typique pour Bose en tout cas. Et la répression ne s'exerce pas exactement de la même façon au Bengale, dans la société étendue, où on dit souvent qu'en Inde, il n'y a pas d'individus, mais des dividus, c'est-à-dire que la personne porte différentes casquettes pour faire face à ses rôles et ses obligations, pour le dire très schématiquement. Donc, le sujet est en quelque sorte clivé, mais un certain nombre de fois. De la même façon, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on parlait ce matin de la sphère publique et de la sphère privée et de la sphère domestique. Et en fait, la mémoire familiale et la mémoire publique ne s'alignent pas toujours l'un sur l'autre, en fait. Et Chakravarti parle de la répression et de l'histoire privée du sujet, et il dit que c'est différent au Bengale parce que le social et la parenté délimitent la sphère du privé, tandis que le sujet citoyen, membre de la famille étendue, devient une sorte de point mobile, donc capable d'investir différentes positions possibles. Alors, il y a aussi une autre dimension chez Chakravarti sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, c'est qu'il dit qu'il y a une pratique de la sociabilité très particulière. Et en effet, les Britanniques laissaient peu d'espace de parole aux Bengalis dans la vie privée pendant le colonialisme. Et donc, les Bengalis ont poussé jusqu'à un raffinement extrême, un art de la conversation, un rendez-vous littéraire. C'est quelque chose qui s'appelle Ada et qui est une sorte de pratique, donc, du rendez-vous littéraire. Et pendant ces rendez-vous littéraires, qui devenaient souvent des rendez-vous politiques, les Bengalis pouvaient donc en quelque sorte compenser pour ce manque de vie publique ou de parole qui leur était reconnu dans la sphère politique indienne. Il y a un discours de Tagore qui est important en 1911 et qui marque une première voie vers la décolonisation. Je pense qu'on peut dire qu'en 1911, on a là une première amorce de décolonisation. Tagore s'intéresse à une sainte, qui n'est pas une sainte, une sœur dont on a fait une sainte, mais après sa mort, une nonne, disons, d'origine irlandaise, Nivedita. Et contrairement à beaucoup d'Européens qui viennent en Inde et ne peuvent pas percer, dit Tagore, le voile du réel, cette sœur parvient à le faire et elle va comprendre les Indiens. Elle ne va pas être, disons, elle ne va pas rejeter la poussière ou la pauvreté ou tout ce qui embarrasse souvent les Occidentaux. Et donc Tagore va dénoncer l'ethnocentrisme et il va évidemment lier son idée d'une imagination d'une femme ou d'une forme féminine de la nation à l'idée d'une démocratie possible. Évidemment, les opposants de Tagore, vers 1918-1922, vont lui opposer l'idée que ce qu'il fait n'est pas réel, qu'il manque de réalisme. Donc il va essayer d'écrire la vie d'un employé de bureau dans ses poèmes, mais il va montrer que même cet employé de bureau peut être sujet à l'émotion esthétique et que toujours l'esthétique chez Tagore, l'émotion ou le sublime est là. Et donc on a cette dimension très forte
dans la pensée bengali et qui va animer aussi les révolutionnaires après, même dans le mouvement Naxalite, c'est-à-dire l'idée que d'une certaine façon, il y a quelque chose, par exemple, pour les révolutionnaires, ça peut être la solidarité, il y a quelque chose qui peut tout d'un coup l'emporter sur l'individualisme, puisque de toute façon, on n'est pas dans l'individualisme occidental. Et en fait, cette nation bengali va être identifiée à une manifestation de la déesse, et pour la voir, il faut être capable de vision. Bon, ça serait trop long de parler ici des sources qui ont nourri la pensée de Tagore, à la fois les romantiques anglais comme Coleridge et Schelling, Kant, Hume, etc. Tagore doute en tout cas de l'utilité du matérialisme historique. Il résiste à cette idée-là et dit non, il faut trouver autre chose. De la même façon, Dipesh Chakravarty, quand il veut écrire maintenant l'histoire du subalterne, dit aussi il faut faire plus. Alors, il faut faire plus, c'est-à-dire il faut que, par exemple, l'exemple de la rébellion Santhal nous mette sur le chemin d'une résistance, et mieux encore peut-être de penser la voie d'une autre démocratie en Inde, parce que c'est de ça qu'il est question énormément en Inde actuellement. Et évidemment, il faut voir aussi qu'en face, il y a l'extrême droite qui a gagné plus que du terrain en Inde, puisqu'elle a repris le Bengale. Enfin, c'est peut-être pas l'extrême droite, mais disons la droite a repris le Bengale aux dernières élections récemment. Donc en fait, on a un climat, si vous voulez, où vous avez l'underground maoïste très présent dans 17 États et en même temps des pressions très fortes de l'extrême droite qui a organisé des pogroms comme au Gujarat à partir des années 2000 et qui constituent une menace constante. Donc on a ces deux pôles en quelque sorte. Alors sur la rébellion Santhal, cette rébellion par deux chefs, dont vous avez déjà entendu parler dans les images, Sidhu et Kanu, et ce sont deux jeunes qui sont illettrés, qui ont 16 ans, et ils voudraient bien apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce qu'on a trouvé dans un texte qu'on a traduit, qu'on a retrouvé dans les archives de 1875 à peu près. Et en fait, ils se disent, pourquoi apprendre à lire et écrire? Parce qu'on pourrait contrôler notre royaume. Donc l'idée des Santhal, c'est de retrouver le royaume perdu. Et encore aujourd'hui, on peut aller avec les Santhal à un pèlerinage sur un lieu sacré dans une colline qui s'appelle Logoburu. Buru, c'est colline. Et là, on peut monter et gravir cette colline. Et même des leaders politiques du parti tribal y vont. Et on monte pendant des heures et on dort sur place. Et le lendemain, on peut aller près d'une sorte de caverne, comme une grotte, si vous voulez. Et là, on s'approche un par un. Et là, les Santhal disent que par cette cavité, ils peuvent entrevoir leur passé englouti. Et évidemment qu'on ne voit rien. Mais c'est très intéressant que tout le monde et que des gens prennent l'avion pour la première fois, parce que les Santhal sont éparpillés dans différents États et font ce chemin pour ce pèlerinage. Donc, l'idée de retrouver ce royaume perdu est une sorte de leitmotiv qui revient, puisque quand il y a eu dislocation des clans, segmentarisation des 12 clans en 164 sous-clans, éparpillement de la population, on a, à travers différents États, diaspora, etc., on a toujours ce traumatisme du royaume perdu éclaté. Donc il s'agissait de retrouver ce royaume perdu. Donc, en fait, je voudrais maintenant lier simplement l'émergence d'une conscience subalterne Santhal, c'est-à-dire finalement, les Santhal, au XIXe siècle, sont sujets à des bouleversements de l'époque coloniale. Ils sont tout d'un coup confrontés à la notion de propriété, à la monnaie, à l'échange. Tout d'un coup, on a des nouveaux mythes. Les hommes n'ont plus la force. Il y a un mythe très exemplaire. Les hommes n'ont plus la force de procréer. Donc, dans l'autre monde, ils prennent les débris des anciens morts avec des clous et des marteaux et ils refabriquent de nouveaux êtres.
voyez, n'ont plus la force de procréer, ça en dit long. Et donc on a différents mythes de cette époque qui soulignent finalement comment le monde devient fermé. Le monde devient fermé parce que le cadastre existe, parce que tout d'un coup, il faut clôturer et soumettre les gens à l'impôt, puisque c'est quand même le but du colonialisme britannique. Alors, avec l'indépendance de l'Inde, se met en place évidemment une sorte de politique de justice redistributive, puisque quand on est indigène, on peut obtenir des postes dans l'administration, quand du moins les lois sont observées. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui de la résistance adivasi, c'est que très souvent, elle reste culturelle. Je veux dire, à la fois, elle est active dans l'underground maoïste, mais elle est officiellement culturelle. Donc elle a une face culturelle, une face armée. Mais bon, même au Jharkhand, où la guérilla a libéré une certaine zone au nord d'Hazaribagh, où j'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé dans cette zone-là, mais juste en deçà, au sud. Disons que cette zone n'est pas géographiquement très importante, elle est plus symbolique. Donc, à chaque fois, au Chhattisgarh aussi, c'est-à-dire il y a au moins 3 États en voie de reconstitution, et à chaque fois, les maoïstes tiennent une petite partie de ces territoires. Mais l'enjeu réel, c'est plutôt, à partir de là, d'essayer de repenser la société. Alors, le gouvernement, en même temps qu'il a organisé depuis 2 ans à peu près, une répression qui est appelée l'opération Main Verte, qui est une répression où on se sert d'hélicoptères et de cartes satellites assez sophistiquées pour essayer de localiser les maoïstes et les tuer sur place. En même temps, du point de vue juridique, ça c'est assez intéressant, le gouvernement a concédé quand même des droits. Il y a une loi qui s'appelle Panchayat Extension Act qui permet aux conseils villageois, d'une certaine façon, de revenir à leur identité culturelle. Par exemple, il peut y avoir des conseils villageois ou des assemblées de villages, centrales, mettons, et ils vont essayer de régler leurs problèmes eux-mêmes. Et on rencontre cette tendance dans plusieurs villages, et j'ai une collègue britannique qui a aussi écrit là-dessus, c'est que, en fait, dans certaines zones, des hommes politiques, par exemple, qui peuvent être élus, mettons, députés d'une constituency centrale, ou Munda, vont essayer de se distancer de l'État économiquement. Ils vont refuser même l'aide alimentaire de l'État et ils vont essayer, par exemple, de se faire financer par des ONG étrangères. Donc on a des sortes de zones un peu libérées et un peu enclavées. Du point de vue de l'écriture de l'histoire et des écrivains subalternistes, les écrivains subalternistes, finalement, arrivent à la conclusion contre laquelle je me positionne, que finalement le subalterne ne peut parler, il reste muet, parce qu'il ne peut s'exprimer dans un langage qui puisse traverser les espaces de pouvoir qu'il rencontre. Et évidemment, ce dictat est assez lourd, parce que je ne prétends pas que le subalterne puisse écrire l'histoire à la manière des écrivains subalternistes, mais je pense qu'il y a en Inde une conscience maintenant de l'indigénéité et que, aussi articulée au mouvement des peuples indigènes à Genève, mais aussi à l'intérieur de l'Union indienne. Et c'est vrai que je me suis plus focalisée là-dessus parce que pour beaucoup de mes interlocuteurs, ils pensent quand même que c'est peut-être plus payant politiquement à l'heure actuelle de lutter à l'intérieur, mais les deux vont parfois de pair, hein. Les mêmes peuvent être dans les organisations indigènes, mais aussi lutter à l'intérieur de l'Union indienne par les voies politiques pour essayer de faire bouger les choses, notamment parce que les indigènes sont généralement anti-caste.
Donc anticaste, ça veut dire égalitaire. Et c'est quand même une donnée très importante. Et donc on peut dire qu'en ce moment, les ennemis de la droite indienne, c'est les indigènes, les chrétiens, évidemment, et les musulmans, évidemment. Donc voilà pourquoi, d'une certaine façon, ils peuvent faire front avec un certain nombre de gens qui sont marginalisés, comme les musulmans notamment. J'ai essayé de montrer pourquoi finalement, mais je ne vais pas développer ça, pourquoi les Santales ont, à mon avis, sont tout à fait capables d'articuler leur propre résistance, de faire leurs films, de commencer à écrire leur histoire, parce qu'ils ont d'ailleurs une théorie du langage extrêmement élaborée, ils ont une rhétorique, des genres littéraires et un théâtre villageois. Et ils ont le désir donc de retourner à leurs anciennes chefferies. Alors, je ne veux pas être trop romantique non plus et idéaliser trop ce retour aux anciennes institutions, parce que, par exemple, dans le cas des femmes, c'est souvent problématique, puisqu'il y a la sorcellerie aussi, et que si on retourne aux anciennes institutions, celles-ci sont souvent présidées par des hommes. Et là, les femmes sont minoritaires. Voilà. Donc, sur ce fond donc, de culture orale très riche, avec ces genres littéraires, les Santales se mettent aussi à inventer une écriture. Donc déjà, les missionnaires avaient introduit l'écriture vers 1870, et là, on a des documents qui transcrivent en quelque sorte des récits, mais les collaborateurs des missionnaires n'étaient pas forcément convertis. Donc, en fait, ils sont transcrits des témoignages de ceux qui ont vécu la rébellion, par exemple, et on voit comment, du point de vue santal, il y a une opinion qui se construit. C'est-à-dire que là aussi, on a une fenêtre sur le passé, on voit comment l'opinion se construit et comment, finalement, ça n'a rien de surprenant qu'on puisse écrire sur le santal comme un intellectuel aujourd'hui, et comment ce discours de résistance a pu, dans ce cas-là, chez les Munda aussi, puisqu'on a le premier leader Munda qui fonde le parti tribal, qui est un joueur de cricket, qui va profiter de son prix gagné au cricket pour aller faire des études à Oxford. Et donc, on a des gens qui deviennent leaders dès les années 50. Mais ce qui ne veut pas dire que certains groupes minoritaires qui n'ont pas d'élite, qui n'ont pas la même fenêtre sur le monde, ne soient pas davantage marginalisés. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faudrait montrer, c'est comment finalement les Adivasis ont déployé les ressources du théâtre villageois récemment pour mettre en scène l'événement d'une manière critique. Par exemple, dans les mines d'uranium, près de Jamshedpur, les déchets d'uranium sont pas recyclés, donc ça peut faire un sujet de théâtre. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on discute dans les villages, on ne dit pas « moi j'ai écrit cette pièce de théâtre », on dit ensemble avec les jeunes du village, on a réfléchi. Ça s'est passé. Il y a eu un accident là. Est-ce que ça peut entrer dans une histoire? Est-ce que les gens vont le comprendre? Et c'est ainsi que s'élabore là, en ce moment, la création théâtrale, et c'est une des choses que j'essaye de travailler. Et donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que l'identité adivasi est à la fois intériorisée, déployée, renégociée, alors bien sûr dans les instances transnationales, alors pour ce que, très souvent, ce sont souvent des juristes d'ailleurs, hein, qui représentent les peuples Munda dans les instances internationales, mais que en Inde, en tout cas, les Adivasis revendiquent surtout d'autres formes de citoyenneté. Et ça, c'est une des choses les plus intéressantes, parce qu'ils arrivent quand même à faire bouger la machine juridique. C'est-à-dire ils arrivent à ce que des juristes proposent des lois expérimentales ou des conseils expérimentaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de répression du mouvement Adivasi en parallèle. Du point de vue de l'écriture, de l'histoire et de l'anthropologie, je pense qu'il peut s'avérer utile de travailler à partir des notions de multiplicité indigène, de mémorialisation, et de penser que les Adivasis ont pris en main leur propre politique de représentation. Quand je dis Adivasi, c'est le terme utilisé pour l'Inde centrale. Adi veut dire avant, et Vasi, c'est les habitants qui étaient là avant. Ça ne veut pas dire
qu'ils étaient forcément les premiers habitants. Mais disons, c'est le terme qu'eux se sont donné et qu'ils préfèrent à d'autres termes. Et bon, je travaille actuellement beaucoup sur cette idée d'une politique de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont chercher à faire leurs propres médias et à s'exprimer. Et l'idée, c'est de ne plus être embarrassé par le mémocide. Le mémocide, c'est le contraire, c'est le point aveugle, c'est ce qui a été produit, accumulé. Par exemple, quand ces populations étaient enrôlées dans les chantiers coloniaux, ils perdaient leur nom, on les appelait simplement coulis avec un numéro. Et donc les registres coloniaux font état aussi de ces gens auxquels on ne reconnaît plus d'identité. Donc en fait, l'idée d'ancrer la résistance dans l'histoire, c'est l'idée d'opposer des mots et des paroles au mémocide pour que finalement l'histoire inspire la résistance, et pas seulement des Adivasis, parce qu'en fait, ils ont joué la carte ethnique que jusqu'à un certain point. C'est très intéressant de voir qu'au Jharkhand, maintenant, on vous dit, celui qui partage notre mode de vie, nos idées, peut devenir Adivasi, on peut devenir Adivasi. Et c'est quand même quelque chose de très, très important, parce qu'on est un peu loin de l'ethno-nationalisme pour ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus large, que j'appelle la citoyenneté alternative. Merci. Merci Marine. C'était oui, intervention riche et passionnée, passionnante bien sûr. Et moi j'aurais envie que juste peut-être je propose qu'on engage le débat après l'intervention, parce que ce sera un peu deux interventions un peu couplées, ce qui ne nous empêche pas de ponctuer avec une question ou deux, s'il y en a dans la salle, mais après peut-être de prendre un quart d'heure ou quelque chose pour un véritable petit débat, une fois qu'on aura écouté aussi Harold. Ce qui n'empêche pas voilà, qu'on puisse marquer une petite ponctuation avec une question, s'il y en a déjà dans la salle, ou alors moi je pourrais lancer. J'aurais beaucoup de choses à te demander à partir de ce que tu viens de présenter. Une question que j'avais envie de te poser, c'était à propos de la représentation, comme il sera aussi pas mal question de cinéma dans la suite du forum, donc de la représentation de la décolonisation permanente ou quelque chose comme ça. Quelle est la représentation des Adivasis dans le cinéma indien, et en particulier donc dans le cinéma. Donc on sait que le cinéma indien classique, c'est-à-dire le cinéma non bollywoodien, le cinéma d'auteur un peu, c'est un cinéma bengali. Donc c'est le cinéma de Satyajit Ray et c'est le cinéma de Hrithik Ghatak. Et j'ai eu l'occasion de voir récemment la rétrospective qu'on consacrait à Paris au travail de Hrithik Ghatak. Et ça m'a frappé de voir comme à chaque fois dans ces films, donc Hrithik Ghatak c'était un contemporain de Satyajit Ray, marxiste, militant, à différence de Ray, qui a un cinéma qui vient du théâtre, hein, en fait venait du théâtre, il avait traduit Brecht en bengali. Et j'étais frappé de voir comme à chaque fois, dans chacun de ces films, il y avait des morceaux de documentaires quasiment ethnographiques sur les Adivasis, qui jouaient un rôle, du point de vue narratif, assez différent que celui des extraits, des citations justement des Adivasis dans le cinéma d'Ray. Est-ce que tu penses qu'il y a matière à... Oui, je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens même que le fils de Ghatak m'a contacté une fois, mais ça tombait mal et on n'a pas pu travailler. Mais dans le film Poussière d'étoiles, je pense que si je ne mélange pas avec un autre film, que c'est dans ce film qui fait allusion, plus qu'allusion d'ailleurs, à la solidarité des Santals et des étudiants bengalis dans le mouvement naxaliste des années 60, ce qui s'est soldé par une opération militaire très lourde qu'on a appelée Opération Barga. Et les Santals, organisés sur la base de la parenté, se sont révélés des terribles organisateurs.
Et les étudiants bengalis étaient très impressionnés finalement. Et je travaillais dans des villages dans les années 74, 78, où finalement les gens se souvenaient très très bien. Donc je pense que ça c'est une chose, mais ça contraste tout à fait avec Ray, comme tu le disais, parce que dans les films de Ray, pour vous donner un exemple, dans Angatuk, un film de Ray, on voit un couple qui a des problèmes conjugaux, et ce couple va tout d'un coup dans un village santal, et l'épouse de la dame de ce couple, tout d'un coup voit les femmes santales danser et elles se mettent à danser aussi, et pour elles c'est une sorte de libération des sens. Donc on peut penser que finalement on reste plus à un schéma au schéma du fantasme. Ce qui l'intéresse aussi, c'est quel fantasme les santales occupent pour les Bengalis. Et je pense que ça, on le voit aussi dans la peinture, dans la littérature. C'est très important parce qu'évidemment, les Bengalis maltraitent moins les santales que le font les Orias, par exemple, qui n'ont pas du tout le même fantasme. Pour les Orias, l'état d'à côté, les santales sont des sauvages, point. Ils sont répugnants, point. Ils mangent des saloperies, point. Tandis que pour les Bengalis, les choses sont beaucoup plus complexes. Si on a une peinture de la famine qui décrit la famine de 43, on voit par exemple des Bengalis en train de mourir de faim. Et à côté, le même peintre dessine un village santal où les gens ont résisté. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont résistants. Donc l'image est très différente. Il y a des envies d'intervention là-bas. C'est juste une question de terminologie. Vous avez utilisé à la fin de votre exposé, et d'ailleurs au cours de l'exposé aussi, la notion de citoyenneté alternative, donc qui me parle par certains aspects, mais enfin, je me demandais si elle était vraiment pertinente pour décrire ce que vous décriviez, dans la mesure où, d'après ce que j'ai compris quand même, les Adivasi réclament surtout donc le retour aux anciennes chefferies, c'est-à-dire l'idée de pouvoir gérer leurs affaires par eux-mêmes, donc c'est plutôt l'idée d'autonomie politique, alors que moi, l'idée de citoyenneté, je la relie justement avec l'idée d'État-nation, d'intégration dans l'État, qui est là manifestement vécu comme plutôt un pouvoir impérial qui les empêche eux-mêmes de développer leur propre manière leur propre mode de décision collectif, etc. Et donc je voulais juste une petite... Oui, c'est-à-dire ce que j'ai décrit comme le retour à ce qu'on appelle les chefferies ou les prêtrisses sacrées, etc. C'est une tendance. Ce n'est qu'une tendance. Et donc j'ai focalisé un peu dessus parce qu'une de mes collègues a écrit dessus récemment. Et c'est vrai que c'est important parce que les gens qui ont assuré la promotion de ce retour aux chefferies anciennes, et prêtrisses sacrées, etc., sont en même temps des députés. Donc ils sont en même temps dans l'État moderne. Et en même temps, donc à la fois, ils sont dans l'État, mais ils militent contre l'État. Et en même temps, ils sont dans l'underground. Donc c'est vrai que c'est des positions multiples et contradictoires. Mais quand je disais qu'on peut devenir Jharkhandi, par exemple, ou qu'on peut devenir Adivasi, Jharkhandi certainement, mais on peut devenir Adivasi. Bon, il faut voir aussi que le chef du précédent gouvernement au Jharkhand était un santal. Donc ils sont quand même dans l'appareil d'État. Et que c'est un maoïste qui a été adulé comme un dieu. Maintenant, il est impliqué dans différentes affaires. Voilà, ça va moins bien. Mais... il a des opposants qui peuvent être dans le parti hindou tout en étant santal. Donc les choses sont compliquées parce que les recoupements des affiliations politiques ne correspondent pas toujours finalement à l'ethnie des gens, ni au rôle qu'ils jouent dans l'État. Et quelqu'un peut par exemple être dans un parti, occuper un certain rôle officiel dans l'État et militer pour se distancer de l'État dans sa constituency à 20 km de là. Donc c'est pour ça que la situation est très intriquée.
Simplement, ce que je voulais dire par là, il faut peut-être le prendre, c'est l'idée que peut-être, c'est venu finalement d'un séminaire que j'ai fait à Ranchi, et l'idée, je parlais de la société civile, et les gens m'ont dit, mais on n'a plus de société civile. Et donc, après, ils m'ont dit, on voudrait bien régénérer la société civile. Et c'était un public très composite. Il y avait même des agriculteurs, il y avait toutes sortes de gens. Et je pense que cette idée de régénérer la société civile, qui fait partie des préoccupations quand même numéro 1, parce qu'il y avait quand même l'état d'urgence, il y a quand même eu un gouverneur d'un autre État qui avait été nommé pour l'intérim et tout. Donc, si vous voulez, je ne voulais pas entrer trop dans la situation politique qui est très complexe là, dans cet État. Mais ce que je veux dire par citoyenneté alternative, c'est surtout peut-être le désir de réfléchir. Ce qui vous frappe déjà, c'est la culture politique des gens. C'est une chose qui vous frappe. Et la deuxième chose, c'est leur souci d'essayer de penser comment sortir de l'impasse politique où ils sont. C'est ça surtout. C'est-à-dire citoyenneté alternative dans le sens de pas forcément accepter la politique de Delhi. C'est simplement ça, pour l'instant. Mais j'ai écrit quelque chose là-dessus, je pourrais vous...